Avec le son du pays, s'il vous plaît, accueillons notre invitée, Madame Martine Lheureux, pour un événement qui a lieu ce jeudi 28 mai au Gros Morne. Pour tout nous dire, on va d'abord saluer Madame Martine Lheureux. Bonjour et bienvenue sur Nord FM. Bonjour, belle bonjour tout le monde. Alors, un concept déclic MADAP l'agriculture. Alors, on va d'abord faire connaissance avec vous, Madame Martine Lheureux. Très bien. Eh bien, écoutez, bonjour. Je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis quelqu'un de passionné déjà. Passionné par la nature, passionné par l'eau. Et puis aussi passionné par rendre ce qui paraît complexe, le rendre simple et le rendre accessible au plus grand nombre d'entre nous. Voilà, et c'est ce que je fais avec le climat, les limites planétaires et du coup les impacts sur le vivant, humain et non humain, pour voir qu'est-ce qu'il y a comme problématique, qu'est-ce qui est en train de se passer au-dessus de nos têtes, bien comprendre au-dessus de nos têtes, sous nos pieds, dans l'océan, bien comprendre comment tourne la machine climatique et pouvoir mieux en parler à tous et ensuite en parler différemment d'ailleurs selon les différents métiers et c'est ce qu'on va faire dans cette déclic. Donc voilà, nous on est stratégie résilience et notre objectif c'est justement de vulgariser, de faire comprendre à tout le monde ce qui est en train de se passer avec le climat, ce qui est en train de se passer aussi avec les polycrises. Alors les polycrises, ça paraît un grand mot, mais par exemple, juste avant de continuer, alors donc vous vous êtes présenté, mais est-ce que vous dépendez d'une association, d'un organisme? Dites-nous tout. D'accord. Donc en fait, on est sous Stratégie Résilience. On est un groupement Stratégie Résilience sur lequel on agit en professionnel et en bénévole pour justement, eh bien, porter la voix du climat, des limites planétaires, du vivant. Très bien. Alors, quand vous parlez du climat, les gens, je suis sûr que beaucoup d'auditeurs doivent penser à la saison climatique. Il y a pas, c'est pas que ça. Hein. Alors, s'il fallait parler, alors donc c'est la première édition de Déclic MADAP l'agriculture. Vous avez parlé du climat, de l'eau, de sol et des vivants, et je vois aussi polycrise et sociologie. Alors, en détail. Expliquez-nous vos actions et puis surtout vos mobilisations, vos messages que vous faites passer auprès de tout un chacun. Ah, ça a raccroché. Notre invitée, Madame Martine Lheureux, pour nous présenter cette action de prévue demain au Gros Morne. On est de retour avec notre invitée Martine Lheureux. Donc, elle est là. Cette opération, je disais donc, au Gros Morne Déclic MADAP l'agriculture. Alors, vous parliez du climat. Donc, il y a aussi à parler de l'eau, du sol, des vivants, etc. Alors, concrètement, pour ceux qui nous écoutent ce matin, quel message vous voulez faire passer? On a un gros souci avec le climat. Si vous, par exemple, si là, on suit les actualités de ce qui est en train de se passer en France, ils ont un gros souci de canicule. Nous sommes au mois de mai. Oui. On arrive dans de l'inédit au niveau du climat. De l'inédit, ça ne veut pas dire qu'on ne savait pas que ça allait arriver. De l'inédit, ça veut dire que ce n'était
encore arriver dans les temps que l'on connaît. Donc en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que là, ça arrive en France, mais c'est absolument partout. Et c'est soudain. Alors, si vous me permettez, je vais reprendre un petit peu l'histoire à la base. Oui. D'accord? En 5 minutes, pour vous expliquer ce que c'est le problème avec le climat. En fait, on est en train d'utiliser pour tout ce qu'on fait au quotidien, beaucoup de ce qu'on appelle des énergies fossiles. Oui. Les énergies fossiles, c'est le pétrole, le gaz et le charbon. Ouais. Et on les appelle fossiles parce que c'était des organismes qui existaient, du vivant, hein, comme vous et moi, qui existaient il y a des millions, voire des dizaines de millions d'années, qui sont morts sans être décomposés, qui ont été enfouis sous terre ou sous mer, et qui, avec des millions d'années, la chaleur et la pression, ça a fait des poches parfaites de carbone, que sont le pétrole, le gaz et le charbon. Et nous, on ne met pas des millions d'années à les sortir, on les sort très très vite. Et quand elles arrivent dans l'atmosphère, ça renforce, ça vient ajouter ce qu'on appelle des gaz à effet de serre. Alors, il faut bien voir que dans notre atmosphère, il y a plein de choses, mais il y a des gaz à effet de serre. Et dans ces gaz à effet de serre, en fait, c'est d'abord la vapeur d'eau, par exemple, c'est le premier gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et c'est celui d'ailleurs qui a permis la vie, l'émergence de la vie il y a quelques milliards d'années sur Terre. Donc en fait, il faut comprendre comment ça s'est fait, à quoi ce que ça permet la vie sur Terre. Mais là, on est en train d'en mettre tellement que, l'effet de serre est trop fort. C'est-à-dire que pour vous représenter l'effet de serre, c'est comme si on avait la Terre, on mettait des couvertures dessus, et puis on en mettait de plus en plus. Donc en fait, ça retient l'énergie. Oui. Et ce qui se passe, c'est que l'énergie que ça retient, la grande majorité va dans nos océans, ce qui fait réchauffer nos océans. 91% de l'énergie va dans nos océans. 3% va se taper sur la glace et faire fondre la glace. 5% va taper dans nos sols et assécher complètement nos sols, ce qui est un problème pour le vivant, mais ce qui est aussi un problème pour tout ce que nous, on a posé au sol, puisque vous savez que quand le sol s'assèche, il a tendance à se rétracter, et donc les choses fissurées. Et seulement un petit pourcent, ou si je vous avais dit, est-ce que vous pensez qu'il y a un problème avec le climat, vous m'auriez certainement répondu, ouais, il fait peut-être beaucoup plus chaud. Oui. Eh bien, en fait, c'est seulement 1% de la chaleur qui est retenue sur Terre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec tout ça, on a à la fois la montée des eaux. Donc là, visuellement, chez nous, on peut le voir dans plein d'endroits où le trait de côte, l'érosion disparaît. Enfin, la mer se rapproche de plus en plus de nous. On a à la fois des pluies diluviennes, pourquoi est-ce qu'on a des pluies diluviennes? Et ça, c'est important. Donc, je disais, on a à la fois la montée des eaux, mais on a à la fois la perturbation du cycle de l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les océans, ils sont plus chauds. L'atmosphère, elle est plus chaude. Vous vous souvenez tous que l'eau est en cycle. On a appris ça à un moment donné à l'école. Ouais. Mais parce qu'en fait, c'est le même volume d'eau qu'on a sur Terre et qui transite à travers différents éléments, soit la mer, soit les nuages, soit les rivières, soit les nappes phréatiques donc qui sont sous la terre, soit les sols, soit le vivant. Nous aussi, on est dans le cycle, on a de l'eau, les arbres, nos cellules, notre corps est composé quand même à plus de 60% d'eau. Les arbres sont composés d'eau, tout autour de nous, il y a de l'eau. Ouais. Okay. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, les océans sont plus chauds. L'air est plus chaud, donc il y a plus de gouttelettes qui partent des océans et qui vont dans les nuages. Pour 1 degré de plus, c'est environ 7% de vapeur d'eau en plus qu'il y a. Et du coup, quand l'eau va tomber, elle va avoir tendance à tomber beaucoup plus fort, souvent beaucoup plus localisée, et donc créer très vite inondations, glissements de terrain, tel ce qu'on a connu il n'y a pas très longtemps de ça, dans le nord. Et comme l'eau est en cycle, quand il pleut beaucoup dans un endroit, et dans d'autres endroits, il y a moins d'eau. Et donc un même territoire comme le nôtre, et comme quasiment tous les territoires de la planète, connaissent les deux phénomènes. Des pluies très très fortes, suivies de chaleur très intense. Et en fait, ce qui fait que le changement climatique, c'est pernicieux. C'est-à-dire qu'on peut se dire qu'en moyenne, on aura une augmentation de chaleur de 30 degrés. Et le 30 degrés qu'on nous annonce, ça nous paraît pas si problématique que ça. Mais il faut le vivre. La moyenne, c'est quelque chose, mais ce sont les extrêmes qui sont importants. Par exemple, ce que la France est en train de vivre, les 40 degrés là au mois de mai, c'est pas quelque chose de normal, mais c'est pas quelque chose de normal pour aucun des organismes, ni les corps humains, ni
ni les arbres, ni rien du tout. Et on le voit en fait quand on est habitué, par exemple, on peut se dire, ah ben on pourrait s'adapter à tout. Par exemple, le marathon, il y a eu un marathon à Paris, je ne sais plus exactement c'était lequel, eh bien, il y a eu une centaine de personnes qui ont été blessées, qui ont été en fait, qui ont eu des malaises. Vous voyez, à cause en fait de cette chaleur, parce ils ne sont pas, on n'est pas habitué en fait et les conditions étaient telles que notre corps réagit à ces conditions. Et notre corps, c'est physiologique, c'est-à-dire que y a des limites physiologiques au fonctionnement du corps humain, n'est-ce pas? Et donc, par exemple, imaginez, il fait très très chaud, il y a une salle de classe, il y a plein d'élèves dans la salle de classe, il fait chaud. Je peux vous dire que si vous avez du mal à réfléchir, vous avez mal dormi la nuit, il y a une augmentation, on sait qu'il y aura une augmentation des nuits chaudes. Vous dormez mal le matin, vous êtes énervé, c'est très difficile. Et pour en revenir à l'agriculture, eh bien, on sait très bien que du coup, l'impact est direct et c'est les premiers à ressentir directement parce que tout simplement, ils ne se déplacent pas. Les arbres, quand ils sont là, ils se déplacent, mais très lentement. Quand on dit qu'ils se déplacent, c'est-à-dire que c'est leur génération future qui se déplace, mais très, très lentement. D'accord? Et donc, et sinon, eux-mêmes, ils sont pas en capacité de se déplacer quand l'événement arrive. Donc, en fait, il faut bien voir ça, il faut bien voir tout ce que subissent les espèces. Et les espèces, pour fleurir, pour donner des fruits, elles ont besoin d'un certain nombre de jours, soit de fraîcheur, soit de chaleur, qui soient consécutifs. Et ensuite, elles peuvent passer à la phase suivante. Et donc là, elles sont déstabilisées. Certaines espèces s'adaptent, d'autres ne s'adaptent pas. On a tous visuellement remarqué quelque chose, absolument tous d'entre nous, c'est les mangues. On voit que certaines années, les mangues commencent à être fleuries. Là, c'est ça. Cette année, il y en a en abondance. Mais avant, quand on était petits, nous, on mangeait les mangues aux grandes vacances. Ouais. Vous vous souvenez de ça? C'est ça. Mars, avril, février, me dit, ah maman, j'ai mangé une mangue, mais c'est pas possible. Et donc voilà, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que, ok, c'est sympa, ça peut paraître sympa de manger les mangues. Derrière, alors, là, en certaines années, ça charge les arbres et ça fait que certains arrivent à avoir beaucoup plus de floraison, beaucoup plus de fructaison. Mais derrière, ça les épuise. Ils sont pas faits pour en avoir autant. Et donc, ils puisent dans le sol plus de nutriments, plus d'eau, plus d'éléments pour répondre à ça. Vous voyez, en fait, ce qu'il faut voir derrière, c'est que ça déséquilibre les choses. Ouais. Et donc, c'est de nouveaux équilibres qu'il faut trouver. Soit on arrive à trouver ce nouvel équilibre, c'est-à-dire dans une société complètement égalitaire, dans une société où on n'aurait pas du tout artificialisé les sols, dans une société où nos sols fonctionneraient, c'est-à-dire que 90% de nos sols ne seraient pas si abîmés, soit par la monoculture, soit par l'artificialisation, que, eh bien, ils pourraient retenir l'eau, refaire l'eau. En Martinique, avant la colonisation, eh bien, il y avait de l'eau partout, parce que comment dire, l'horizon, le paysage forestier n'était pas tout le même. Et la canopée était capable, c'est-à-dire les arbres et les étages d'arbres, étaient capables d'emmener l'intérieur sans problème. Et donc, voilà, faut voir aussi tout ce que humainement on a déséquilibré par toutes nos pratiques, et chez nous et de par le monde, absolument tout. Et nos sociétés sont pas prêtes pour ça, parce que nos sociétés sont fondées à climat stable. Et donc, dès que l'on introduit ces forts déséquilibres, eh bien, nos sociétés répondent mal. Elles ne savent pas elles savent trouver la réponse à des événements exceptionnels, mais qui ne soient pas trop fréquents. Par exemple, si on a un cyclone, on peut s'en sortir, on va s'en relever. Vous comprenez? On va peut-être mettre des années, mais on va s'en relever. Et si on en a 2 ou 3 d'un coup, là, ça risque d'être beaucoup plus difficile. Vous voyez, c'est la fréquence et la répétition. J'écoutais les personnes qui subissent les sargasses en ce moment. Elle disait en début d'année, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle disait d'habitude c'est sargasse la cabane ou anti-rouspel. C'est ça. Mais l'État nous banit pièce répit. Eh ben c'est ça en fait, c'est-à-dire que le changement climatique, ça va être des chocs ponctuels, des stress chroniques, et ces stress chroniques où on se disait pas, ça pourrait être un problème, c'est-à-dire les sargasses, la pollution qu'il y a en ce moment dans l'air.
la brume de sable, Ouais. la pluie, les pluies très fortes et les chaleurs de plus en plus fortes et leur succession Mhm. sans beaucoup de visibilité. C'est-à-dire qu'on peut sortir de très très grosses pluies et puis le lendemain, de très fortes chaleurs. Et puis une semaine de très forte chaleur. Et puis à nouveau, on rentre dans un cycle de pluie très intense. Et ça, eh bien, on n'est pas prêt. Nos sociétés sont pas prêtes pour ça. Et c'est en ce, fait, c'est ce que nous vivons en ce moment-là, depuis une semaine là. exactement, c'est ce qu'on est en train de vivre. Et le truc, c'est que ça fait lâcher des moments de fonctionnement de nos sociétés. Par exemple, ça peut faire lâcher, soit ça peut faire lâcher des infrastructures importantes, comme par exemple l'eau, comme par exemple l'électricité. On voit bien pour l'eau, on le voit bien. On voit bien que quand il y a trop d'eau, il n'y a pas d'eau au robinet. Quand il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas d'eau non plus au robinet. Tu vois? Donc on voit bien que là, il y a on ne sait pas faire en fait. On sait faire quand c'est stable. Mais quand les déséquilibres sont trop forts, eh bien tout le fonctionnement, la tuyauterie qu'on a installée, tout le fonctionnement qu'on appelle anthropique, c'est-à-dire le fonctionnement Ouais. humain, Mhm. mis par ces sociétés humaines qui sont dominantes en ce moment, eh bien ne fonctionne plus. Et à cela se rajoute des conflits. Par exemple, en ce moment, il y a la guerre au Moyen-Orient. Ouais. D'accord? Vous pouvez me dire, la guerre au Moyen-Orient, c'est bien loin de nous, on s'en préoccupe pas trop. Le détroit d'Ormuz est bloqué. Le détroit d'Ormuz est bloqué, ça implique 20% de pétrole qui passe plus par le détroit d'Ormuz. 20%, ça fait à peu près 10 millions de barils le jour. Hein. C'est pour ça. se rendre compte, en fait, de combien ça représente par jour. C'est ça. 10 millions de barils jour qui ne transitent plus. Alors, donc il y a ça, 20% du gaz naturel et un tiers des engrais. Entre autres choses, parce qu'il y a d'autres éléments, mais on va juste prendre ces trois-là. Alors nous, notre premier impact, ça a été de voir les prix augmenter à la pompe. D'accord? Et effectivement, pour l'instant, on réagit en disant non, mais c'est pas possible, c'est trop cher, l'essence devient trop cher, c'est vrai, l'essence devient trop cher. Pour l'instant, ce n'est que de la spéculation d'ailleurs, parce que les prix en fait s'ajustent sur la spéculation. On n'a pas encore ressenti le manque de pétrole, parce que je vous explique, les derniers bateaux en fait qui ont franchi tranquillement le détroit d'Ormuz, ils sont arrivés sur les côtes européennes, et vers la fin du mois d'avril. Oui. Donc en fait, c'est dans les mois à venir là qu'on va commencer à ressentir le manque physique que c'est en train de réaliser partout. Et les agriculteurs sur le territoire européen l'ont ressenti un peu plus vite parce qu'il y a des choses en fait qu'ils achètent qui sont devenues beaucoup plus chères. Tout ce qui est par exemple à base de plastique et dont ils se servent, vous savez, les pots, les grandes étendues qu'ils mettent pour parfois ne pas utiliser de produits et empêcher que l'herbe ne pousse, ce genre de choses-là, de matières premières pour eux sont devenues plus chères. Et un tiers des engrais n'a pas circulé, ça veut dire que des plants ne sont pas partis, n'ont pas démarré. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les engrais servent à l'agriculture conventionnelle, qui est quand même à une grande, immense majorité, malheureusement, celle qui envoie des aliments sur la planète, d'accord, et avec lesquels que les hommes mangent. Pour moi, j'évite le mot nourrir parce que pour moi, nourrir, c'est important comme terme. Un agriculteur en agroécologie ou qui fait l'effort de l'être, d'utiliser, de réaliser les choses sainement, là, il nourrit. Vous voyez ce que je veux dire? Il nourrit le sol, il nourrit les corps, il nourrit les âmes, il nourrit la terre. Il nourrit l'eau aussi. Voilà, il s'occupe entièrement du cycle. Un agriculteur, en fait, toutes les monocultures qui sont faites en ce moment, on sait très bien qu'elles participent, mais pas seulement chez nous, mondialement, à la destruction non seulement de fonctionnement de population, puisqu'elle prend la terre, elle soumet les populations aussi à des denrées extrêmes, et puis elle envoie des pesticides. Chez nous, on a bien le chlordécone, on l'a pour 600 ans, 700 ans. Ouais. Donc voilà, c'est des problèmes qu'on a un peu partout dans le monde. Donc il faut bien réaliser ça. Donc voilà, c'est à travers toutes ces prises de conscience, voir en fait que ça arrive à nous, donc à un moment donné ça va se répercuter sur les bateaux
sur le nombre de marchandises qui arrivent et à un moment donné, il y aura un problème alimentaire encore plus fort que ce qu'il n'y a déjà chez nous. Et donc, ce rendez-vous demain, jeudi 28 mai, de 14h30 à 18h, c'est donc à l'Akoua au Goumaoun, donc l'Akoua ferme écologique et culturelle. Alors, lors de ce, je vois sur le visuel, donc il y aura des partenaires à vos côtés. Vous ciblez tout le monde, puisque là, il va falloir s'inscrire via WhatsApp. Vous ciblez tout le monde ou un accompagnement des professionnels et surtout des agriculteurs? On cible tous ceux qui cultivent la terre. Tous ceux qui cultivent la terre ou qui cultivent la terre, qui élèvent aussi, qui élèvent le vivant et qui le transforment à un moment donné. D'accord? Donc, qui nourrissent à partir de la terre, quel que ce soit à travers des élevages d'animaux, que ce soit à travers des cultures de terre. Ça peut être à petite échelle, à échelle de ton jardin, hein, par exemple. Ça peut être à échelle associative, à échelle, je sais pas moi, d'un jardin partagé, d'un écolieu. Ça peut être à échelle entrepreneuriale, unipersonnelle. La plupart de nos agriculteurs sont souvent seuls ou en famille sur les exploitations, ou ça peut être à plus grande échelle. Voilà, c'est vraiment tous ceux qui ont un lien dans leur métier avec la terre. Parce qu'il est important, en fait, de comprendre ce qui se passe à la fois pour le vivant non humain, mais aussi à la fois pour le vivant humain, parce que tout ce que l'on vient de dire, hein, ça emmène des conditions plus difficiles de travail aussi. Et on sait par exemple que eh bien, le métier d'agriculteur, de maraîcher, etc. est fléché comme l'un des plus à risque avec les augmentations de chaleur qui arrivent. Et nous, en plus, on a la chaleur et la chaleur humide, c'est-à-dire des taux d'humidité qui parfois sont très très forts, et donc où il faut véritablement prendre soin du corps humain à ce moment-là, parce qu'on arrive dans des conditions où, si on a un travail très difficile, ce qui est le cas de nos agriculteurs, eh bien on force les organes du corps humain, et ça peut amener à des détériorations jusqu'à, par exemple, des dialyses. Alors, vous nous avez donné beaucoup d'informations, Madame Martine L'Heureux, que ce soit donc le particulier ou les professionnels, le simple paysan ou encore l'agriculteur avec pas mal de surface à exploiter. Alors, il y a des questions, hein, donc vous nous avez donné des informations concernant donc les changements au niveau des plantes, du maraîcher, etc. Alors, c'est donc la première édition demain au Gaumont. Est-ce que cela veut dire que ça va se multiplier? Parce qu'au fait, c'est un événement qui intéresse, comme vous l'aviez dit, hein, tout le monde. Tout le monde est intéressé, même le commandant Mertel, donc celui qui a son petit jardin, Bocaille, pour comprendre la réaction, puisque au fait, il y a 20 ans de cela, donc on n'avait pas ce genre de réaction de la part de la nature que nous voyons maintenant. Exactement. Alors, pour vous dire un petit peu, je vais vous représenter rapidement les 4 phases du programme. Donc, il y aura la présentation, une présentation par Météo France des projections du climat, donc du climat pour la Martinique et de l'impact de ces projections sur tout ce qui est floraison, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle l'agro-climatologie, d'accord? Le climat appliqué aux vivants. Qu'est-ce que ça leur fait? Qu'est-ce que ça devient, notamment en ciblant quelques espèces qu'ils étudient particulièrement. Donc, il y aura cette phase-là. Il y aura aussi des conséquences pour la Martinique des changements climatiques et certaines conséquences qui ont un impact direct aussi sur l'agriculture. Donc, il y aura cette première étape-là. Ensuite, il y aura une deuxième étape où on va parler des polycrises, comme je viens de parler, de la faillite globale de l'eau. Et il y aura mais on va aussi voir derrière qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour planter l'eau? Qu'est-ce qu'on peut faire pour nourrir les sols? Comment nos traditions aussi sont une force pour nous sortir de ça? On va voir aussi comment les citoyens peuvent participer à l'engagement agricole. Voilà. Et on aura ensuite une visite, puisqu'on est à l'Akoua. Donc l'Akoua, c'est une ferme agroécologique, une ferme qui expérimente beaucoup et on va visiter, on va voir un petit peu ses joies et ses difficultés à travers ces expérimentations. Donc ils vont nous présenter en fait comment ils ont fait, ce qu'ils ont obtenu, etc., ce qu'ils en sortent, et il y a un échange qui va pouvoir se nouer. Et la dernière partie, c'est vraiment, elle est pour nous sacrée.
c'est les partages, c'est les témoignages. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est vraiment que chacun exprime ce qu'il est déjà en train de ressentir. Que chacun exprime comment est-ce que peut-être il a déjà fait pour s'adapter. Comment est-ce qu'il a fait pour s'adapter? Ça a marché un moment, mais ça n'a plus marché. Je pense par exemple aux ignames, je pense par exemple aux tomates, au fait qu'en cas d'urgence, nous, on se retournera vers eux. Et donc, c'est là que c'est compliqué. Et aussi, du coup, comment est-ce que ce soit plus qu'en cas d'urgence, mais que ce soit de plus en plus pour notre bien-être et pour notre santé. Voilà. Et ensuite, quand vous dites ça, pourquoi la première, effectivement, nous, on voudrait répliquer ça de cette manière-là à d'autres endroits en Martinique pour que ça fasse sens. Hein. Donc là, on a commencé par le Gros Morne parce que pour nous, c'était symbolique. Hein. Le grenier, les anciens nous disent bien, le Gros Morne, c'était le grenier de la Martinique. Ah. Donc la symbolique nourricière et la symbolique eau du Gros Morne est extrêmement forte. Donc et la symbolique de nos traditions aussi, de notre force aussi, elle est extrêmement forte par là, donc c'est pour ça qu'on a voulu aussi commencer par là. Et on voudrait vraiment, si vraiment on voit que voilà, ça a bien pris, que ça a plu aux personnes qu'elles ont pu en tirer de l'information, les répliquer dans d'autres communes, en partenariat avec d'autres personnes comme la COUA, qui œuvrent avec leurs joie et leurs difficultés, hein, parce que je le répète, on n'a aucune solution magique à sortir de notre chapeau. Hein. Ceux qui travaillent la terre le savent très très bien. Il n'y a pas de magie. Là, c'est vraiment la force du travail et les expérimentations, voilà, et les échanges, c'est le partage. Notre force à Stratégie Résilience, c'est l'intelligence collective, et on pense que chez nous, elle existe déjà depuis très longtemps. Et c'est dans le Yonalot, le partage, la solidarité, la robustesse qu'on va arriver à puiser nos propres solutions. En tous les cas, ce rendez-vous demain, Déclic MADAP, l'agriculture avec Stratégie Résilience, Météo France, la COUA. Y a-t-il d'autres partenaires? Alors, la mairie du Gros Morne, il faut savoir qu'on a leur soutien et on les remercie vraiment très très fort de ça. Ipiranga, c'est eux qui ont l'écolieu de Tivoli, qui font vivre l'écolieu de Tivoli notamment, mais pas que, ils ont aussi les jardins de Trenel, etc. Ils sont partenaires avec nous depuis le début sur l'ensemble des déclics matiniques, puisque là, en fait, ça va être la 4e journée d'une grande opération qui a déjà réuni à travers un format science, un format pro, un format citoyen, plus de 700 personnes. Voilà, donc on a déjà déroulé 3 journées en mars et là, ça va être la 4e journée. Hop, on l'a perdu. Voilà, un peu perturbé par donc la connexion. Donc on retrouve Madame Martine L'Heureux pour voilà conclure. Et nous étions en train de parler un peu des partenaires. Des partenaires, donc on a bien sûr Météo France et nous-mêmes, on a la COUA cette fois-ci, on a Ipiranga, enfin qui pas cette fois-ci, qui est notre partenaire sur les déclics, l'ensemble des déclics aussi. On a aussi Ipiranga, donc l'écolieu de Tivoli, qui nous accompagne depuis le début et dans lequel on organise d'ailleurs la déclic citoyenne chaque année, qui a réuni près de 600 personnes cette année. On a l'écolieu Elle Rêve et puis d'autres associations qui sont avec nous et qui nous soutiennent à
à chaque fois pour réaliser ces personnes, et puis tous les bénévoles qui nous aident à construire, à animer et à réaliser cette manifestation. C'est vraiment l'énergie citoyenne qui porte cette manifestation, ça c'est important de le dire. On n'a pas de soutien financier. D'autres années, on a pu avoir l'ADEME, mais là, on n'a plus de soutien financier. Donc, c'est vraiment l'énergie citoyenne qui porte ces manifestations. En tous les cas, puis l'énergie des professionnels comme la COUA, comme Ipiranga, etc., qui mettent leur énergie au service de la manifestation et comme stratégie résilience, bien sûr. Voilà. On vous remercie énormément, Madame Martine Leroux. Je rappelle ce rendez-vous Déclic, Madame l'agriculture, première édition avec Stratégie Résilience et tous ses partenaires. C'est donc demain jeudi 28 mai, de 14h30 à 18h à Lacoua, à Boélie, au Gros Monde. C'est donc la ferme écologique et culturelle. C'est encore possible de s'inscrire, Madame Leroux? Oui, c'est tout à fait. Juste dans les partenaires, je ne sais pas si je l'ai dit, mais Météo France est notre partenaire pour l'ensemble des déclics. Et je remercie particulièrement Philippe Palanis et son équipe, notamment Jérémy Lepesqueur, qui à chaque fois font des moments et des conférences pour porter la science à portée de tous et prennent vraiment des moments d'aider. Donc bien sûr, vous pouvez vous inscrire encore sans problème. Envoyez-moi un petit WhatsApp et comme ça, il n'y a pas de souci. Et si vous n'avez pas pensé à vous inscrire, c'est pas grave. Venez comme vous êtes, on vous accueillera avec grand plaisir donc à la COUA. Merci beaucoup, Madame Martine Leroux. Les auditeurs se sont rendus compte, elle parle avec beaucoup de passion, elle fait corps, avec ce qu'elle nous propose. Merci infiniment de votre participation. Merci. À bientôt. À bientôt, au revoir.